Lundi 26 septembre de l'année 2016, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans l'émission Docteur en direct sur LCF et sur City FM 89.9 MHz, partout de la région maritime et des plateaux. Ce matin, nous recevons en studio deux confrères, comme d'habitude. Le premier a pour nom Augustin Amégan. Il est le patron du journal Le Canard Indépendant. Ça fait longtemps qu'on l'a plus reçu. Bonjour Augustin. Très content de te retrouver, hein. C'est la deuxième fois que tu viens. Ça fait plusieurs mois que tu nous as quittés, je suis content de te retrouver sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Okay. Notre second invité, là, comme nous, lui, c'est un habitué de la maison, il est là, hein, chaque 2 semaines par exemple. Aligo Tchakala, bonjour. Bonjour Junior et bon début de semaine à toutes et à tous. Alors, ce jour, ce lundi 26 septembre, c'est un jour spécial dans la vie de Madame Zaina Boudjouna et Mademoiselle Paloma Boudjouna. C'est leur jour de naissance. J'ai l'anniversaire à Madame Zaina Boudjouna et Mademoiselle Paloma Boudjouna qui sont très fidèles à cette émission. Bonne fête à vous. On espère qu'on sera là, hein, juste après l'émission pour la troisième mi-temps. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 26 septembre 2007, nous demeurons par le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une ce jour, présidentielle au Gabon et règne à vie, même épilogue Kotogo à Libongo sur les traces de Fort Gnassingbé. Curieuse découverte sur les côtes togolaises des dépôts de goudron échouent à Agbavi, Gbodjome et Nimagna. Escroquerie faux et usage de faux, Olga Messa arrêté pour escroquerie, puis relaxé par un capitaine du SRI. Dans les coulisses de la République, quel ministre a notamment brûlé des documents compromettants chez lui? UEMOA, développement et financement de la croissance, Euro Group lève 35 milliards de francs CFA en émission de billets de trésorerie. Dans les cas également ce matin, le correcteur de Honoré Adontu, insouciance et violation des droits de détenus au sommet de l'État, la nouvelle prison civile de Palimé financée par l'UE, un autre calvaire pour le pays. Bricolage suicidaire des chantiers et ce que BTP nous pensons rapistoler cède à Srama et rend la voie nocturne tout impraticable. Le poste de péage d'Aledjo décapité, accident ou acte prémédité, la solution pour échapper aux frais de péage trouvés. Les forces armées togolaises en deuil, le sous-lieutenant Lamboni, mort au Congo par noyade. Depuis, le Togo de plus en plus tourné vers l'insolationnisme, des pratiques pernicieuses face au risque d'une nouvelle suspension de la coopération. Dans les cas également ce matin, Togo matin de Dieu dans le Koronakina, qui titre à la une, chefferie au Togo, les rois et les non-rois. Politique, le médiateur de la République togolaise est désormais installé. Volontariat, engagement des jeunes, finance, la BOAD prête 6 milliards de francs CFA au Togo. Et puis, forum de la semaine de Dimas Dikodo est avec nous ce matin à la une de ce journal. Sommet de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime. La classe politique togolaise divisée sur l'opportunité du rendez-vous de Lomé Agboume Kodo qui contrôle la mer, la terre. Le Togo a vu juste. Réaction d'Ali Bongo et la tentation du troisième mandat de Kabila, les bonnes leçons que doit tirer l'opposition togolaise pour un repositionnement crédible. Et fermeture de Bassa, 6 enfants morts noyés à Bougabou. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Retour en studio avec nos confrères. Mais d'abord, voici le jingle annonçant la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Augustin Amégan du Canard Indépendant et Aligo Tchakala du journal Le Courrier de la République. Eh bien, nous demeurons par le sujet. Quelques Togolais de la diaspora, donc vivant aux États-Unis, ont donc manifesté jeudi dernier pour réclamer les réformes politiques. Ils sont quelques dizaines de Togolais qui vivent sur le sol américain à avoir manifesté donc jeudi dernier à New York en marge des travaux de la 11e AG de l'ONU pour demander au chef globale depuis le 20 août 2006. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette manifestation de nos confrères, enfin de nos compatriotes, ou bien une partie des compatriotes togolais vivant sur le sol américain pour réclamer les réformes? Bon, je pense que la question des réformes politiques est une question qui intéresse tous les Togolais. Et les compatriotes de la diaspora ont donc saisi le passage du président de la République au sommet à l'Assemblée générale des Nations Unies pour attirer son attention sur la nécessité d'organiser, de mettre en œuvre les réformes. Et vous savez également que ces réformes sont prévues par l'APG. Et donc l'APG qui prévoit des réformes inclusives.
Donc ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qu'il faut interpeller dans cette affaire, il faut également interpeller l'opposition, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a eu parfois de mauvaises approches aussi de la part de certains partis de l'opposition qui n'ont pas permis justement de mettre en œuvre les réformes. Même si fondamentalement il faut constater que le pouvoir n'est pas pressé de faire des réformes pour des questions qu'on peut s'imaginer, il faut appeler l'opposition aussi à mieux s'organiser pour obliger le pouvoir à faire ces réformes-là, ces réformes qui sont, je dirais, foncières pour l'enracinement, l'ancrage de la démocratie. Alors, Ali Rouchakala, vous avez donc suivi les compatriotes qui ont manifesté à New York jeudi dernier. Alors, est-ce que c'était le meilleur choix? C'était bien pour eux de sortir pour manifester avec les pancartes, des cris, des chants pour demander la réforme, ou bien c'était mieux pour eux de demander une audience à Fania Singbe, de rencontrer, leur soumettre main à main leurs doléances? Oui, Junior, tu permets avant de répondre à ta question, je vais souhaiter un très joyeux anniversaire à Paloma et à sa maman Zaïna. Je leur souhaite le meilleur pour le restant de leur vie, que Dieu le Tout-Puissant soit au contrôle de leur vie et de leur projet. Une bougie de plus dans la vie d'un homme, c'est déjà grand, c'est une grâce. Donc je leur souhaite le meilleur, un joyeux anniversaire à Zaïna et à Paloma. Maintenant, pour ta question, je crois que c'est vrai, ces approches-là ont toujours été expérimentées. Il y a peu, le président Faure était en Allemagne, on avait aussi assisté à la même scène. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de prendre une certaine hauteur pour éviter de copier ce que d'autres font. C'est vrai, le président Faure n'est pas le premier à se trouver en face d'une telle situation. Un peu partout, on en voit quand il y a des situations qui prévalent dans un pays, il y a des compatriotes de la diaspora qui saisissent des occasions comme ça pour donner le ton et interpeller les premières autorités du pays. Le ministre des Affaires étrangères, Ducé aussi, a goûté à la même chose. Mais c'est une approche qui aura pour répercussion de braquer un peu plus ceux-là qui peuvent décider de la bonne conduite à tenir pour faire aboutir les réformes. C'est vrai, la diaspora togolaise a droit maintenant au chapitre, elle est représentée un peu, même il y a des rencontres entre la diaspora et les autorités du pays. Moi, je pense qu'il fallait quand même que de façon responsable, les compatriotes qui ont manifesté, peut-être prendre un mémorandum dans lequel ils vont interpeller le président sur la nécessité de vider le reliquat de réforme qui reste à faire, ou bien de venir ici de demander une audience formelle et de vive voix, yeux dans les yeux, ils vont s'adresser aux premières autorités du pays que non, ça fait un peu désordre que toutes les fois on interpelle les autorités sur le même sujet, les réformes, alors que ça fait plus de 10 ans que la PG a été signée et 10 ans quand même c'est suffisant, le temps est suffisant, peu importe les calculs que les uns et les autres font, mais aujourd'hui on voudrait quand même voir ce reliquat de réforme, d'ailleurs la PG, c'est ce tact fort-là qui a engagé tous les acteurs politiques du pays. Et c'est ce tact-là qui a scellé la renaissance du Togo. Donc on ne saurait badiner avec le contenu de ces réformes. Donc aujourd'hui, trêve. Les calculs doivent quand même s'arrêter, s'estomper. On doit aller à l'essentiel pour éviter ces genres de déconvenus tels que, bon, le chef de l'État l'a vécu à New York. Mais c'est pas moi, si j'étais à la place de ces compatriotes qui ont manifesté, mon approche aurait été autre, un mémorandum ou bien un rendez-vous négocié. On va, on discute et on dit on fait cas des préoccupations au chef de l'État. On verra un peu ce que ça va donner par la suite. Mais cette façon de faire aura peut-être le mérite peut-être de braquer un peu plus les autorités qui pourront se dire que bon, advienne que pourra. Mais je rappelle que la phase de la rencontre avait été aussi expérimentée en Allemagne à l'époque avec l'ancien ministre Massime Kokovi, je me rappelle bien en Allemagne, lors d'un voyage chef de l'État. Ils ont demandé à le rencontrer, ils ont échangé, mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultats probants. Alors, Augustin Megan, le chef de l'État devait être sa réaction donc, après la manifestation d'une partie de compatriotes vivant à New York qui réclament les réformes? Moi, je pense que le problème, ce n'est pas tant la façon dont les gens réclament. Le problème, c'est le retard qu'accusent les réformes. Or, ces réformes ont été convenues depuis 2006, on les a reconnues
indispensable pour l'ancrage de la démocratie. À partir de ce moment, c'est le premier responsable du pays est tenu de faire diligence pour qu'on puisse mettre les réformes. Je l'ai dit tantôt, c'est vrai que juste avant la dernière élection présidentielle, il y a eu des tentatives d'une partie de l'opposition. L'ANC ne s'est pas inscrite dans cette voie-là, je trouve que c'est dommage. Sinon, l'ensemble de l'opposition ou l'essentiel de l'opposition aurait pu mettre davantage la pression sur le pouvoir. Mais fondamentalement, c'est un engagement qui a été pris par le chef de l'État, par les autorités du pays, de mettre en œuvre ces réformes-là. Il faut les mettre en œuvre diligemment. Et ça devient un problème, tout le monde parle de réformes. Ce n'est pas parce que les gens ne réclament pas bien qu'on va se braquer. Non, le Togo a besoin de ces réformes-là et il faut les mettre en œuvre. Ça devient redondant parce que cette question de réforme, à chaque occasion, on en parle, mais il va falloir le faire une fois pour de bon, pour qu'on passe à autre chose. Et ça va permettre aussi à décrisper le climat politique. Absolument, d'autant plus qu'il y a également de bonnes choses qui se font. Mais on n'en parle pas parce que c'est ce qui ne va pas, c'est de ce qui ne va pas qu'on parle. Et là, on ne parle que de réformes, alors qu'il faut assainir le climat politique pour qu'on puisse au moins une fois au Togo aborder les vraies questions qui sont les questions de développement. Donc il faut vider le contentieux politique et aujourd'hui c'est la mise en œuvre du reliquat de l'APG qui constitue le principal contentieux politique. Alors on a vu les travaux du HCOUN, ça fait bientôt 3 mois que les travaux sont achevés, on a eu des rapports, les conclusions ont été donc remises au chef de l'État. Depuis on attend la nomination de la commission des réformes pour donc essayer d'élaborer un projet de loi qui sera donc soumis à l'Assemblée. Depuis ça traîne à Diro Tchakala. Non, à cette allure, on finira toujours pas donner raison à ceux-là qui disent que pour retarder les choses dans ce pays, il faudrait qu'on fasse recours à certaines commissions qui ne prennent jamais corps de sitôt. Il faut attendre des événements avant de se sentir concerné, interpellé pour aller à l'essentiel. Donc, ça fait un peu désordre et puis... Vous savez, les réformes, c'est pas pour mettre fin à un système et lancer un autre, c'est pour l'image même du pays, c'est pour cette force-là qui sera conférée à certaines de nos institutions. Donc, quand ces institutions-là viennent à être fortes, là, c'est l'aura du pays qui va déborder de nos frontières. On prendra le Togo, pour exemple, que voilà, le Togo a pu, malgré toutes les contingences, arriver à vider ce reliquat. Ça fait 10 ans. Donc, c'est vrai, comme l'a dit mon confrère Augustin, il y a des choses qui se font en bien, mais cette situation vraiment déplaisante des réformes vient annihiler tout ce qui est fait de bon. Donc autant vider ça une fois de bon. Et souvent c'est le pouvoir qui est interpellé, même si ce n'est pas le pouvoir qui doit à chose, mais c'est le pouvoir. Donc est-ce que le pouvoir ne se sent pas un peu gêné que toutes les fois on revienne sur la même question alors qu'on peut au-delà de tout... Il y a d'autres priorités, mais non, les réformes cristallisent la vie politique, et tout, même au marché, partout, tout le monde parle réforme. Autant les faire et on passe à autre chose. Absolument, il faudrait quand même vider ça. C'est pas tout qui n'a pas été fait, mais il y a certaines questions qui fâchent. Autant aller à l'essentiel, prendre son courage à deux mains. La limitation de mandat à deux, l'élection à deux tours, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ça qui retient d'ailleurs l'attention de tous les Togolais. Donc autant prendre son courage à deux mains et aller. Quand on veut quand même que le Togo sorte vainqueur de ça, je crois qu'il n'y a pas de calcul égoïste à faire. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas de calcul. Aujourd'hui, est-ce que ces réformes-là... Et puis, certains pensent que ces réformes-là viendraient à mettre fin à un système et à lancer un autre, mais c'est tout faux. La seule entité qui va gagner, c'est les Togolais et c'est le pays. C'est l'image du pays qui se fera renforcer à l'extérieur et en interne. Donc, il faut aller souvent, ces petites crises-là qui naissent par ici, par là, ça a pour source ces réformes-là qui ne sont jamais opérées. Donc, on a pris l'atelier du HCOUN est terminé depuis bientôt 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, il y a le sommet qui captive toutes les attentions, mais autant aller pour montrer un peu aux autres leaders qui clairent toutes les fois qu'il faut aller à cet accord-là, que bon, nous y sommes, nous nous engageons dedans et que nous n'entendons plus traîner les pieds pour que ces réformes-là aboutissent. Vivement donc que ces réformes soient matérialisées. On va passer à autre chose. On parlait d'Albert Olumpio, on va parler de son avenir politique, surtout après sa condamnation mercredi dernier par la justice togolaise. Nous le savons donc depuis mercredi dernier, le leader du parti des Togolais, Alberto Olumpio, est condamné à 5 ans de prison ferme et au remboursement de 5,9 milliards de francs CFA, ainsi que les dommages intérêts d'environ 1,3 milliard à ses anciens partenaires. Augustin Méga, comment réagissez-vous à cette condamnation de M. Alberto Olumpio dans une affaire commerciale? Non, mais c'est une décision de justice. Nous sommes tenus de respecter les institutions de la République.
Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas vraiment au fait du dossier. J'ai entendu des avocats faire un certain nombre de reproches à la procédure et tout ça. Fort heureusement, aujourd'hui, nous avons dans l'espace CEDEAO la Cour de justice de la CEDEAO qui est compétente pour trancher sur les questions de violation de procédure. Et là aussi, il faut le dire, malheureusement, toutes les affaires qui ont été déférées devant la Haute Cour de justice de la CEDEAO se sont soldées par des camouflets pour la justice togolaise. Je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là aussi de la part des magistrats pour que, bon, à chaque fois qu'on ne soit pas obligé d'abord d'enregistrer des désaveux de la part de la Haute Cour de la CEDEAO et de faire saigner le trésor public pour paiement des dommages créés à des justiciables. Maintenant, sur le fond, moi je ne connais pas l'affaire. C'est vrai que à chaque fois qu'il y a une procédure contre un homme politique, on est tenté à croire que c'est des règlements de compte politique ou c'est une stratégie de neutralisation de l'homme politique. Mais bon, on n'est seulement qu'au premier degré de l'affaire. Alberto Olympio dispose encore des avocats peuvent faire appel de voies de recours, y compris même, comme je l'ai dit tantôt, de la Cour de la justice de la CEDEAO, si toutes les voies de recours au plan national ne prospèrent pas. Alors, Lirou Tchakala, vous avez suivi ce dossier. Comment vous avez accueilli les sanctions donc infligées à l'homme politique et homme d'affaires togolais Alberto Olympio? Je rappelle qu'il est le président du Parti des Togolais. Non, le suspense a duré, mais on a connu finalement ce verdict qui semble un peu trop lourd. 60 mois d'emprisonnement, un mandat d'arrêt international lancé à l'encontre d'Alberto Olympio. Et maintenant, si on convertit un peu l'amende, ça fait plusieurs milliards de nos francs. Ça fait 6 milliards. Maintenant, il a environ 3 milliards. Ça fait environ 7,3 milliards. Là, c'est colossal. De CFA, c'est pas du CILI. Non, c'est colossal, ça fait un peu trop. Bon, comme l'a dit aussi mon confrère, je crois que la justice togolaise a donné son point de vue par rapport à ce litige. Maintenant, si Alberto Olympio ne se sent pas tellement dans ses droits par rapport à cette décision, il y a des voies de recours. J'ai appris même que ces conseils veulent introduire des recours, mais est-ce qu'en interne on les entendra ou bien on va encore transporter ce dossier à la Haute Cour de justice de la CEDEAO à partir du moment où ici les gens ne se sentent pas en sécurité judiciaire par rapport au verdict ou par rapport à l'instruction, ou bien comment même les dossiers sont conduits. Bon, si on trouve que sous d'autres cieux, on peut recourir à une autre instance qui souvent dit le droit, peu importe qui on est, là, je crois qu'il y a encore... il peut espérer quand même une suite heureuse. Bon, là... Je crois qu'il il va pas vouloir traîner tout cela, c'est colossal. Si dans la vie d'un leader politique, 5 ans en moins, vous savez un peu ce que ça peut porter comme atteinte à chose. Justement, les proches d'Alberto parlent d'acharnement politique contre leur leader, parce qu'ils disent que dans son réquisitoire, le procureur a fait allusion à son combat politique, et du coup il parle d'une affaire commerciale transformée en combat politique. Surtout avec le mandat d'arrêt lancé, ils disent que non, c'est comme si on veut neutraliser l'homme d'affaires, l'homme politique, on veut l'empêcher de bouger, d'évoluer sur le plan des affaires, aussi sur le plan politique. Quelle réaction en faites-vous? Non, c'est les militants du parti des Togolais qui voient la chose ainsi, mais d'autres ne verraient pas forcément la chose sous l'angle de l'acharnement politique. C'est vrai, c'est une affaire commerciale qui c'est vite fait de récupérer pour dire que ça a peut-être des teintes politiques, mais bon, on laisse. Si Alberto Olympio et ses conseils estiment que bon, on a déplacé une affaire commerciale en affaire politique par un acharnement qui ne dit pas son nom, bon, ils pourront passer par des recours là pour peut-être rebondir, mais moi j'estime que il y a trop d'amalgame. Toutes les fois qu'un leader politique est en situation ou bien est en délicatesse avec la justice, bon,
la toute première formule qu'on utilise pour se dédouaner, on parle d'acharnement, bon, qu'on nous montre le contraire, que bon, c'est un truc commercial, et là, nous serons situés. Mais je ne connais pas franchement le fond de cette affaire. Je crois que cette affaire-là lie Alberto Lupio à un enfant de clos par Chorus Management, et Alberto disait que quand, bon, en fait, Chorus Management a financé la société de Alberto qui est Accent, et ça va qu'Alberto devienne homme politique, et Alberto disait que quand le jour où il a décidé de faire la politique, le président du Chorus Management n'a pas aimé, n'a pas apprécié, il dit mais vous voulez nous créer des problèmes, finish, bon voilà, bon, c'est ce qu'il a dit dans une interview accordée au confrère de radio. Mais Alberto Limpio est libre de se lancer en politique. Qu'est-ce qui générait son partenaire? Pas grand-chose. Ils sont en affaires. Si Accent et Chorus Bank, ou bien Chorus Management ont des deals, bon, ça c'est des deals à eux. C'est par rapport un peu à tout ce qu'ils peuvent gagner en mettant en synergie leurs efforts ou bien leur expertise. Mais il appartient, l'autre là, le monsieur de Chorus Management aussi peut se lancer en politique. Alberto Limpio ne va pas lui interdire cela. Donc je crois qu'il y a trop de flou, il y a trop de zones dans lesquelles il va falloir qu'on nous éclaire un peu plus. Sinon, dire que quelqu'un s'est lancé en politique, c'est pourquoi il y a cette cabale là contre lui. Je pense que c'est un peu déplacé. Alors, maintenant, quid de l'avenir politique de l'homme appelé Alberto Limpio? Parce que là, on voit, il est condamné à 5 ans de prison, on a payé plusieurs milliards, on lance un mandat d'arrêt contre lui. C'est fini pour lui la politique? Non, mais vous savez, faire de la politique, c'est aussi se battre, hein, c'est savoir être résistant et persister, et davantage encore en Afrique qu'ailleurs. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes qu'au premier degré de juridiction dans l'affaire, donc il dispose des voies de recours. Je pense qu'il va continuer par se battre. Mais c'est bien sûr aussi, mais aujourd'hui on va l'envoyer en prison directement. C'est cela le verdict. Maintenant, est-ce qu'un recours en appel sera suspensif de l'application de la décision? J'en sais rien puisque je n'ai même pas vu le jugement. Donc je pense qu'il va continuer. Moi je respecte les prétentions des uns et des autres de dire que c'est une stratégie de neutralisation, mais il faut encore une fois aller vers les juridictions et mettre dans la balance les arguments et espérer que le droit soit vraiment dit, parce que c'est aussi cela la stabilité d'un pays. Si nous n'avons pas des instances judiciaires qui rassurent tout le monde, eh bien le pays ne peut pas être stable. Il n'y aura pas de sérénité. Encore que nous sommes ici en matière d'affaires, si la sécurité judiciaire des investissements n'est pas rassurée, peut-être qu'on peut penser neutraliser Alberto Limpio par une décision de justice, mais ce sont des investisseurs qu'on va faire fuir du Togo. Or, nous avons besoin des investisseurs. Donc, c'est pour ça que j'espère encore que tout sera fait pour que le droit soit respecté, que si réellement Alberto est coupable, voilà, que la justice soit faite. Nous allons suivre ce dossier. Je rappelle que Alberto Limpio s'apprête à lancer un livre intitulé Le pouvoir c'est vous, livre préfacé par Laurent Bigot. Alors, direction Gabon. Gabon, Ali Bongo, de nouveau président, donc selon la Cour constitutionnelle. Au Gabon, donc sans surprise, la Cour constitutionnelle a confirmé dans la nuit de vendredi passé la victoire du président sortant, Ali Bongo, à la présidentielle du 27 août dernier, déboutant ainsi l'opposant Jean Ping. C'est le contraire qui aurait surpris Aliou Tchakala. Absolument, le contraire aurait surpris. L'Afrique se serait réveillée et la proclamation sous une autre forme. C'est vrai. Moi, ce que je constate avec amertume, c'est toutes ces morts-là pour rien. Il y a eu des décès, on a proclamé, la CENI a donné les premiers résultats. La CENAP, mais il y avait des voies de recours. Il fallait quand même que les militants, les leaders, les candidats quand même appellent leurs militants à la retenue et user des voies dont ils ont encore pour peut-être réclamer leur victoire, leur prétendue victoire volée, mais tous ces morts-là pour aujourd'hui qu'on revienne au statu quo. Mais la Cour constitutionnelle a même donné un score qui va encore, qui est meilleur par rapport à améliorer son score. C'est là, mais bon, il va falloir que nous ayons foi en certaines institutions, si certaines fois même nous les décrions, mais elles s'imposent à nous. Donc, c'est les mêmes institutions qui avaient quand même validé la candidature de Jean Ping. Donc, aujourd'hui, il faut appeler à l'apaisement, il faut prier pour que le sens de la retenue prévale. 7 ans, c'est vite arrivé, et bon, on va voir si Ali Bongo va
libérer le plancher 7 ans après. Mais vous oubliez que le mandat n'est pas limité au Gabon. Comme dans certains pays d'ailleurs. Donc, non, c'est 7 ans là-bas, 7 ans. Oui, un septennat, quand certains pays s'évertuent à ramener le septennat. C'est 4 fois 2, ça fait 8 ans. Quand certains pays s'évertuent à ramener le septennat en quinquennat, au Sénégal bien entendu, ailleurs, si on pouvait même rallonger à une décennie, certains le feraient. Donc, je crois qu'à un moment, il va falloir que les dirigeants mettre un peu d'eau dans leur ambition, parce que quand on a cette ambition débordante du pouvoir, on est prêt à tout. Malheureusement, ces morts-là, ils ne vont pas renaître pour voir ces gens sont morts inutilement pour une situation qui est restée telle qu'elle, le statu quo qui a prévalu. Donc, cessons de jouer au jeu de ces leaders. Quand on va recenser un peu tous ces décès, tous ces morts-là, on ne retrouvera pas parmi eux ni un ping, ni un bongo. Donc, c'est des gens comme ça, peut-être, qui vont tomber dans l'absolu anonymat pour un sacrifice qui ne valait pas la peine. D'ailleurs, aussi, les gens sont morts et après, ils ont eu l'alternance. On a vu au Burkina, ils ont eu le changement. Alors, Augustin, vous avez suivi donc ce qui se passe au Bongo, finalement. La Cour constitutionnelle dans les résultats définitifs. Ali Bongo a amélioré son score. La Cour a annulé les résultats de 21 bureaux de vote à Libreville, donc ce qui a permis à Ali Bongo d'avoir une avance de 11 000 voix sur Jean Ping, qui a eu finalement 47%. Alors, aujourd'hui, Jean Ping devait abdiquer et saisir la main tendue de Ali Bongo, ou bien résister comme il pense le faire. Non, je pense que quand on est politique, il faut exploiter toutes les situations pour faire évoluer la démocratie. Je parle de faire évoluer la démocratie parce que la démocratie n'est jamais un état statique où on dit, bon voilà, on y est une fois pour toutes. Et il faut compter aussi avec les réalités du terrain. C'est vrai que c'est dommage qu'après 25 ans d'amorce du processus de démocratisation, dans nos pays, qu'on ne soit pas capable d'organiser des élections qui ne suscitent pas des frustrations et provoquent des réactions des populations auxquelles malheureusement à chaque fois on appelle à l'armée pour réprimer de façon disproportionnée. Donc c'est vrai, ce qui s'est passé au Gabon, c'est un peu rocambolesque quand vous voyez la réaction même de la communauté internationale. Je dirais quasiment c'est inédit. C'est la première fois que à l'issue d'une élection, nonobstant les réserves, les obligations de réserve de la communauté internationale et le désir de faire en sorte que la paix sociale ne soit pas trop perturbée, beaucoup de pays, beaucoup de partenaires du Gabon ont relevé des anomalies dans ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aliru Tchakla l'a dit, c'est la Cour constitutionnelle qui a habilité à proclamer les résultats. C'est fait. Et il appartient maintenant à Jean Ping par rapport au score qu'il a obtenu et par rapport à l'état de la situation aujourd'hui au Gabon, de saisir l'opportunité qui sort pour faire progresser et le dispositif électoral au Gabon et même, je dirais, la constitution, notamment la question de la limitation. En fait, tout ce qui est lié à l'aménagement qu'il faut faire pour rendre l'alternance possible. Il faut qu'on travaille aussi à faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir accèdent de plus en plus facilement à la possibilité de l'alternance, mais également qu'eux aussi ils comprennent que voilà, ce sont des vies humaines parfois qui se jouent à travers ces ambitions des hommes politiques qui s'expriment. C'est important que sur ce plan-là, l'opposition gabonaise, je l'espère, parce que plus d'une fois au Togo, on a eu l'occasion de saisir la main tendue, de faire progresser les choses. On est resté sur des positions de principe qui après n'ont pas fait évoluer le système. Donc il faut à chaque fois que ces occasions se présentent, les saisir et faire évoluer les systèmes de façon à ce que progressivement l'alternance soit réalisable de façon, je dirais, naturelle. Si vous comprenez bien, donc Jean Ping devait donc saisir le dialogue que propose Ali Bongo pour essayer de faire des propositions, c'est-à-dire peut-être imposer les réformes, par exemple, limiter le mandat et autres là, pour qu'en 2023 il y ait alternance au Gabon, c'est ça? Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, les acteurs politiques gabonais sont obligés de discuter. Et je pense que le plus tôt sera le mieux pour l'opposition gabonaise, parce que je crois que M. Ali Bongo lui-même est conscient des limites du dispositif électoral par lequel il a été proclamé élu. Et donc, il appartient maintenant à l'opposition, le plus tôt possible, de pouvoir prendre l'angle, de discuter et de faire évoluer les institutions. Plus cela va durer, plus le temps sera en faveur du système en place. Je pense que ça aussi, ça relève des questions
de stratégie de nos oppositions. Au moins, on peut se satisfaire aujourd'hui qu'au Gabon, l'opposition est plus ou moins unie autour de M. Jean Ping. Il n'y a pas de voix discordante jusqu'à présent? Quasiment pas, pour le moment. Oui. Parce qu'après, avec les jeux de positionnement, certains qui vont vouloir aller au gouvernement, d'autres non, ça va faire que l'opposition va se fissurer. Donc il appartient à Jean Ping, qui a ce leadership-là, à qui les populations gabonaises ont accordé un suffrage important, de faire en sorte que, ensemble, la classe politique gabonaise puisse faire progresser la démocratie au Gabon. Alors, depuis samedi, Ali Bongo attendait donc les lettres de félicitations, ça ne venait pas. Finalement, une lettre est tombée sur sa table hier, il en est fier, la lettre vient du Sénégal. Macky Sall, au nom du peuple sénégalais, en son nom propre, félicite le président Ali Bongo pour sa brillante victoire. C'est quand même surprenant venant de Macky Sall. C'est lui qui est le premier à féliciter Ali Bongo. Non, la Cour constitutionnelle, qui est une importante juridiction ou bien institution de la République, a donné chose à un bon démocrate que Macky Sall est. Il ne peut pas faire autrement que de féliciter son homologue gabonais. Mais au-delà de tout, Ali Bongo, même conscient qu'il est sorti de ce scrutin très fragilisé. Il a été marqué et si lui-même il part de la main tendue de la formation d'un gouvernement d'ouverture, c'est qu'il est conscient que seul il ne peut pas conduire à bon port cette aventure du septennat. Donc il est 11 000 voix de différence, c'est quand même un peu trop, c'est strict, c'est limite. Donc il va falloir aujourd'hui que s'il veut vraiment apporter un nouveau souffle à la gouvernance politique et économique, il ne peut pas composer sans l'opposition. Donc il appartient à Jean Ping et à tous ceux-là qui l'ont soutenu de pouvoir saisir cette main tendue et en interne, en étant au gouvernement, essayer de jouer le rôle qu'il faut pour améliorer certaines institutions qui, parfois, sont quand même dans l'escarcelle du pouvoir. Donc, il faut aujourd'hui, c'est pas de dehors qu'il pourra changer grand-chose dans cette façon de gérer les élections. Donc, en interne, il pourra, comme l'a fait entre-temps l'ancien président sénégalais, Ouad, toutes les fois qu'il y a des situations similaires qui se posent, il est accepte d'intégrer le gouvernement et c'est à l'approche, quand il aura vu un peu comment la chose fonctionne, qu'il sort du gouvernement pour se repositionner. Ça finit par marcher. Donc vivement que Jean Ping aussi opte pour cette approche. Surtout que c'est la même famille, parce que ils sont toujours liés, les Ping et les Bongo. Eh bien, nous allons continuer sur l'actualité au Gabon. Peut-être on y reviendra mercredi ou vendredi. Madame, monsieur, la pause publicitaire derrière la pause de notre invité, Jean Ecoulou, il est le président de la jeunesse de l'Alliance nationale du changement, JNC. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, Jean Ecoulou, il est le président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement, JNC. Bonjour, monsieur Ecoulou. Bonjour. On vous a connu en tant que journaliste. Que faites-vous, que venez-vous chercher sur bien dans le marigot des politiciens? Bon, quand vous aimez votre pays, le devoir citoyen doit vous interpeller. Et la politique, je pense, c'est un devoir citoyen. Que tu sois du côté, dans le domaine du journalisme ou bien dans le domaine politique, tout concorde. Et c'est un engagement citoyen, je veux dire. Donc, quitter le journalisme pour aller vers la politique, je pense que les deux vont de pair. Alors, comment se porte la jeunesse de l'ANC? Vous êtes très actif sur le terrain, des tournées, des meetings, des rencontres. La jeunesse de l'ANC, apparemment, elle est en forme. Plus qu'en forme. Aujourd'hui, si on doit prendre les chiffres donnés par le régime en place, l'ANC est la deuxième force politique dans le pays. Officiellement. Officiellement. Quand je dis si on veut prendre les chiffres donnés par le régime en place. Mais si on veut aller sur un autre terrain, je dirais que l'ANC fait partie des toutes premières forces politiques dans le pays si on met de côté les fraudes électorales. Donc, en bref, l'ANC se porte très bien, l'ANC soit à merveille et puis
les activités vont bon train. Cette tournée, c'est descend sur le terrain, des meetings par ici, des meetings par là, au point d'être même inquiété, selon nos infos tout récemment à Bandjeli. Qu'avez-vous fait sur le terrain ces derniers temps? Alors, comme l'indique quelques dispositions de la charte des partis politiques, tout parti politique digne de son rang doit aller sur le terrain de temps en autre pour sensibiliser les populations, expliquer la situation politique dans le pays et en quelque sorte aussi procéder à la formation citoyenne de ces populations. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Alors, que s'est-il passé il y a 2 semaines à Bandjeli? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux le député Ourako Tchagnawa lancer l'alerte en disant qu'on voulait vous inquiéter. Pouvez-vous nous dire davantage que s'est-il passé au juste là-bas à Bandjeli? Effectivement, c'était le week-end dernier, on était à Bassa. De Bassa, on a quitté pour aller entretenir nos collègues de l'ANC Bandjeli. Arrivé sur le lieu, on est tombé dans un guet-apens. C'est que le préfet a donné l'ordre au chef canton de ne pas nous laisser faire la réunion avec l'ANC Bandjeli. Le chef canton a repris l'instruction du préfet et les gendarmes dans la zone ont été mis à contribution. Donc arrivé, c'est sur le chemin que notre représentant local nous a abordé pour nous dire que non, il est désolé, il ne peut plus nous accueillir parce que la réunion est interdite. Mais la question de savoir quel est le document officiel que vous avez, que le préfet vous a remis, ou bien le chef canton, ou bien le CB vous a remis pour interdire la manifestation, il dit qu'il n'y a pas de document. On s'est rendu dans la cour du chef canton. On a voulu comprendre davantage. Le chef canton nous explique que non, lui, il ne reçoit que des ordres du préfet et que le CB est venu lui dire que c'est comme ça une délégation de l'ANC va quitter Lomé pour venir entretenir ceux de Bandjeli, donc ils n'ont pas eu l'autorisation, ils ne peuvent pas faire la manifestation. Après explication, il a compris, il a dit lui, il n'a pas compétence à nous interdire, à interdire à un parti politique d'entretenir ses militants de base. Donc, par conséquent, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de faire ce que nous sommes venus faire dans la localité. Bon, on s'est compris. Mais avant de quitter chez le chef canton pour aller au domicile de notre responsable local, qu'est-ce que nous constatons? Le CB de la localité, quelques gendarmes qui sont arrivés pour nous dire, monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller faire la réunion. Il y a un bus qui a pris nos militants de Kabou pour venir à Bandjeli. Le CB s'est approché du chauffeur pour l'intimer l'ordre de retourner avec les occupants à bord de son véhicule à Kabou qui n'a pas autorisation à déverser les militants ici à Bandjeli. C'est qu'on ne comprenait rien. Donc on s'est rendu au domicile de nos militants local à Kabou. Là, les gendarmes ont encerclé la maison. À Bandjeli ou bien à Kabou? À Bandjeli. Oui, Bandjeli. Autant pour moi, à Bandjeli. Ils ont encerclé le domicile. Ils étaient en train de faire déplacer nos militants qui étaient assis sur des bancs pour leur dire de quitter les lieux. En fait, je fais remarquer que c'est dans un domicile privé. Oui, qui n'ont pas l'ordre de rester ici et que le préfet a dit non. Ce qu'on a constaté, qu'à l'intérieur, rien qu'à voir la tenue de nos forces de sécurité, c'est la peur qui saisit nos compatriotes de l'intérieur. Dès qu'ils ont vu le CB, ils ont commencé par prendre peur. Alors, est-ce que vous, en même temps, vous avez eu une autorisation, vous avez informé le ministre de l'Intérieur, le préfet, tout le monde était informé qu'une délégation devait venir de Lomé pour entretenir les militants de Bandjeli? Prenez la disposition de la loi, entre guillemets, la loi Bodiona sur les manifestations publiques. Ce n'est pas un meeting que nous organisons. C'est une réunion privée, dans un domicile privé. Et le parti ANC n'a pas besoin de faire une déclaration avant d'aller entretenir ses militants à la base. C'est ce que nous faisons habituellement chaque week-end à Lomé. Si c'est un meeting, vous avez le droit d'informer l'autorité compétente. Mais si c'est une réunion strictement privée, vous n'avez pas besoin de procéder à une autorisation. Peut-être que le professeur dit que c'est un meeting dans un... Non, on a appris que c'est un coutumier de fête, que c'est comme ça il fait dans la zone,
Et ce que nous avions eu à faire la dernière fois à Bangéli, ça a permis à nos militants là-bas d'avoir un grand ouf de soulagement, puisque les informations que nous recevons, maintenant ils sont à l'aise de faire les activités dans le milieu. Alors, bon, Monsieur Clou, cette fâcheuse situation a prévalu dans le Grand Bassar à Bangéli. Est-ce que cela aura pour mérite de démousser un peu vos ardeurs? Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de cette triste situation-là qui a prévalu? Merci. Si vous permettez, comme le disent les Américains, nous on a fait notre job, qui consiste à tenir cette réunion, à briser cette peur-là dans le cœur de nos concitoyens là-bas. Et le constat fait que le régime a instauré un climat de terreur à travers ses préfets à l'intérieur de nos préfectures pour essayer de canaliser l'effort politique dans nos préfectures vers une seule direction, dans une seule direction. Et nous, ce qu'on a constaté est qu'on a encore du travail à faire, aller à l'intérieur de nos différentes préfectures, essayer de faire bouger les lignes. Et ça ne peut pas émousser notre ardeur d'aller de l'avant. Oui, vous avez tantôt parlé du pouvoir qui est peut-être interdit par le truchement de certains préfets. Est-ce que c'est pas trop vite en l'air en besoin que de mêler le pouvoir à la chose? Est-ce que vous ne mettrez pas cela sous le sceau du zèle de certains représentants du pouvoir central? Est-ce que vous faites des meetings dans d'autres préfectures sans être inquiété? Non, je dis tout à l'heure, le zèle fait par un préfet. Le préfet relève de qui? De l'administration centrale. Qui en est responsable? C'est le gouvernement. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas dissocié du gouvernement dans son ensemble. Le gouvernement qui est à sa tête, c'est le chef de l'État. Donc c'est une volonté stricte, une volonté manifeste du chef de l'État à empêcher certains partis politiques d'exercer à l'intérieur du pays. C'est ce que nous avons constaté. C'est à eux maintenant de nous prouver le contraire. Parce que le droit d'animer des activités politiques est tout à fait reconnu à tout citoyen et qui se regroupe en un parti politique. Si c'était le pouvoir qui vous met les bâtons dans les roues, est-ce que la même situation ne prévaudra pas ailleurs où vous avez de façon aisée, tranquillement animé vos meetings? Mais vous savez, faire de la politique et être dans l'opposition au Togo, c'est pas facile. Depuis un certain temps que nous autres nous sommes rentrés dans la politique, surtout du côté de l'opposition, ce ne sont que des entraves. Et ce n'est que par notre bravoure que nous arrivons à briser ces liens-là d'arbitraire, de situations arbitraires que nous connaissons à l'intérieur du pays, des situations de musulmans, et des situations, en bref, rien que l'arbitraire et l'injustice. On a brisé le lien un peu partout dans le pays, mais on a constaté qu'il reste encore à faire. Normalement, ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui doivent, en principe, ériger des comptoirs citoyens dans toutes nos préfectures pour essayer d'amener les citoyens à reconnaître leurs droits et devoirs. Mais à l'absence d'une telle situation, les partis politiques doivent à la fois jouer le rôle de sensibilisation et en même temps jouer un rôle d'avant-garde de défense des droits citoyens. C'est ce que nous avions fait la dernière fois à Bangéli et c'est ce que nous continuons toujours de faire dans le pays. Non, mais vous savez, moi, quand j'entends encore parler de ces choses-là, 25 ans après la mort de la démocratisation au Togo, je me pose vraiment des questions. Et j'ai écouté la version de M. Jean Clou, je n'ai pas la version du préfet, mais si les choses se sont passées telles qu'il est décrit, c'est vraiment scandaleux. Et je me demande qu'est-ce qu'on attend pour sanctionner un tel préfet. Auquel cas, la NCA a bon droit de remonter la responsabilité au plus haut niveau. Je pense que ce sont ces genres de situations qui créent des frustrations et qui débouchent après sur des violences dans nos contrées. Et les partis politiques, moi je dis, ils ont même l'obligation d'aller sensibiliser. Alors quand ils viennent pour sensibiliser leurs militants, des réunions privées dans les domiciles, je vois pas pourquoi on les empêcherait. Bon, peut-être, comme on a dit, on peut le mettre sous le sceau du zèle. Alors, monsieur Kou, on doit être sanctionné. Si zèle il doit être sanctionné. Monsieur Kou, on vous voit tourner, mais on fait souvent une remarque.
vous tournez partout au Togo, mais vous sautez souvent une région, la région de la Kara. On ne vous voit pas aller faire meeting à Pagoda, à Kanté, à Kara. Est-ce qu'il y a une interdiction là-bas ou bien vous n'avez pas de militants dans cette région du Togo? Non, pas du tout. Que ce soit la jeunesse, que ce soit la CAP 2015, vous tournez tout autour, vous retournez, vous continuez. Non, pas du tout. On n'a jamais sauté la région de la Kara. Mais la dernière fois qu'on a fait le meeting à Kara, c'était la campagne électorale après. Oui, on a fait maintes fois des meetings à Kara, à Pagoda. Vous allez un peu à Guérenkoka et autres, on sillonne dans cette zone-là. Même moi, personnellement, au niveau de la jeunesse, le mauvais souvenir que j'ai de la ville de Kara, on était allé pour un meeting, également de domicile privé. C'est le préfet qui envoie les forces de sécurité nous séquestrer dans une maison à étage, c'est un truc privé. Il envoie les gendarmes à l'époque pour nous dire que vous n'avez pas l'autorisation de faire le meeting. On a voulu un peu résister, mais écoutez, ceux qui étaient avec nous, qui étaient des militants de l'ANC de la zone, dès qu'ils ont vu les gendarmes ont commencé par prendre les dispositions, mais ils ont détalé, ils nous ont laissés seuls. Donc on a bravé, mais écoutez, on n'était que 2 ou 3 personnes à faire face à une horde de gendarmes devant nous. Mais je ne veux pas dire les coups qu'on a reçus avant de quitter les lieux. Donc, bon, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Kara, on n'a pas laissé de côté de Kara, on continue toujours pas à mener des activités, quand bien même que nous subissons des exactions physiques dans le milieu. Oui, monsieur, souvent l'ANC donne le ton par rapport aux réformes politiques à opérer dans le pays. Est-ce que vous n'estimez pas aussi préoccupante cette situation d'entrave à manifester pour porter ça haut? Parce que c'est toujours la réforme, alors que de pareilles situations aussi ne sont pas des situations aussi normales. Vous ne rendez jamais public de telles situations et vous n'interpellez pas les premières autorités par rapport à ces entraves à vous imposer pour manifester. Non, à chaque fois que nous rencontrons ce genre de situation, nous écrivons à l'autorité compétente. Et quelle suite on donne? Jamais de suite, comme d'habitude. Alors, quel est le message que vous portez à ces militants, à ces populations de base et qui inquiètent et qui fait que des fois on vous empêche? Quel est le message que vous véhiculez? Par exemple, à Bandjeli, vous avez dit quoi aux gens de Bandjeli? C'est la mobilisation, c'est une prise de responsabilité. Mais il y a une situation terrible à Bandjeli. La société MM Mining qui exploite le fer, paraît-il qu'ils ont arrêté l'exploitation du fer, mais la route de Kabou à Bandjeli, je vous invite à aller à Bandjeli dans les jours à venir, vous allez voir l'état de la route. C'est déplorable. Mais on y va extraire du fer dans ce milieu-là. Dans le canton de Bandjeli même, où le fer est extrait, l'état civil que vous avez là-bas, même une petite case à Lomé est mieux que l'état civil qui est là-bas. La cour du chef canton de Bandjeli, allez remarquer ça vous-même. C'est pitoyable. À qui la faute? Mais aux dirigeants. Vous demandez aux populations de prendre des responsabilités, soit, mais pour revenir sur la question des réformes. Je me rappelle qu'à la veille de l'élection de 2015, le CAR et l'ADI avaient suggéré qu'on permette au chef de l'État, comme l'UNIR qui a la majorité à l'Assemblée l'avait exprimé, de pouvoir participer à cette élection-là pour obtenir la limitation des mandats. L'ANC à l'époque avait refusé. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec la disposition constitutionnelle qui permet un mandat à vie. Quel sentiment avez-vous par rapport à ça? Merci. La question de la réforme qui refait surface, puisque nous en parlons durant nos tournées. J'ai suivi tout à l'heure l'ami Augustin qui s'est prononcé sur le cas gabonais où il a fait un crochet au Togo en disant si on avait saisi l'opportunité il y a de cela quelques années, je pense que la démocratie avancerait. Vous savez, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que les Africains vont se dire nous allons évoluer en démocratie suivant les règles établies par nos grands-pères, c'est-à-dire rester sous l'arbre par l'arbre et régler des choses,
ou bien évoluer selon les principes universels établis. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ADI et le cas ont proposé à l'époque à M. Faure Gnassingbé, oui, on vous accorde un mandat de plus et que en retour vous aussi vous acceptez de limiter le mandat. Mais est-ce que la loi est de portée générale ou bien de portée personnelle? On ne peut pas mettre dans la loi que oui, nous acceptons que M. Faure Gnassingbé soit candidat et que en retour lui aussi va accepter de limiter le mandat. À l'époque, le raisonnement qu'on tenait est que faisons tout, envoyons la Cour constitutionnelle va se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, si elle est d'accord, on l'adopte. Maintenant, les candidatures, c'est la Cour constitutionnelle qui se prononce. Si la Cour constitutionnelle juge recevable la candidature de M. Faure Gnassingbé, qu'est-ce que l'ANC peut faire pour empêcher? Si la Cour constitutionnelle accepte la candidature, que l'ANC fait descendre les militants de la rue, ça aussi c'est des aveux de la Cour constitutionnelle? Non, ça c'est un raccourci. Parce que les lois sont dans le pays pour être appliquées. La Cour constitutionnelle accepte, valide la candidature d'une personne, ce n'est pas l'ANC et ses militants qui viendra empêcher le pays d'avancer sur ce plan-là. Donc, tout simplement, la Cour constitutionnelle, à l'époque là, avait toute la plénitude de se prononcer sur la démarche à suivre. Donc, on ne peut pas, à cette période-là, mettre dans une disposition légale que, voilà, nous acceptons que M. Faure Gnassingbé soit candidat. Moi, je comprends la position de principe de Jean Clou, mais je me rappelle que quand vous étiez tous à l'UFC, la Constitution empêchait la candidature de M. Jécris Olympio. Mais on a trouvé un accord à Ouagadougou pour que M. Jécris Olympio soit candidat. À l'époque, vous n'aviez pas dit que la loi est de portée générale et que dans tous les cas, si la Constitution n'était pas modifiée, M. Jécris Olympio ne devrait pas être candidat. Là, je suis très ravi. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a la loi qui est là d'un côté et les accords que les politiques trouvent de l'autre côté. Mais c'est le cas la loi dit en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats, n'est-ce pas? C'est une question de... Non, c'est l'ancien. Non, c'est l'ancien qui a été voté majoritairement par l'ensemble. En 92, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui, c'est en 92. Maintenant, mais là, on fonctionne la base de 2002 actuellement. Vous nous demandez, non, 2002, quand même, c'est un parlement monocolore qui a changé. Mais c'est la loi qui a vigueur. Mais c'est la loi qui a vigueur. Mais j'en viens pour donner une réponse à la question posée. On ne peut pas, à l'époque, demander à ce que on trouve un accord entre nous pour que M. Faure Gnassingbé soit candidat si lui-même il ne fait pas une démarche envers l'opposition. Comment demanderez-vous à l'opposition? Mais son parti a fait cette démarche. Son parti, ça dit visiblement, l'UNIR voulait remettre le compteur à zéro, que son candidat fasse encore 2 mandats. Ah bon? Vous l'avez vu? À l'époque, à l'Assemblée, c'est la position d'UNIR. Ah bon? Vous êtes sûr de ce que vous avez dit? Du groupe parlementaire, Ciao, l'a dit. Non, que leur champion soit candidat. Non, arrêtons d'amuser la galerie. Si M. Ciao peut au jour d'aujourd'hui sortir un document formel là-dessus en disant qu'ils ont proposé dans les discussions, au cours des discussions à l'Assemblée nationale, que M. Faure Gnassingbé soit candidat et que l'ANC et les autres partis de l'opposition ont refusé, qu'ils mettent ça sur la place et que tous les acteurs se réunissent et que vous leur posez la question. Bon, mais il a dit, on l'a pas dû dire, il a dit, il a parlé. Oui, ça c'est à l'endroit de l'opinion, c'est d'amuser un peu la galerie, mais nous parlons de choses sérieuses. La politique ne peut pas être mêlée à de l'amusement. Nous parlons de choses sérieuses. Est-ce que l'UNIR, dans une démarche allant vers la recherche d'un consensus, a mis dans la balance la candidature de son challenger, bien de son homme qui est Faure Gnassingbé? Jamais. Dialogue Togo Télécom 1, Dialogue Togo Télécom 2, en aucun cas. L'UNIR n'a proposé que oui, voilà, pour sortir de la crise, ce que nous voulons, c'est la candidature de M. Faure Gnassingbé. Donc vous estimez que le Carrel a dit qui à l'époque avait pris l'UNIR au mot et qui ont proposé ce test-là s'abusait? Non, ce n'est pas de l'amusement, c'est du concret. Mais pourquoi l'UNIR a refusé?
Non. Pourquoi vous avez refusé autant que Parce que, non, attendez. Les députés du NIR, ajoutés aux députés du CAR, ajoutés aux députés de l'UFC et autres, tous ils réunissaient les conditions pour changer les quelques dispositions de la Constitution. Mais la PGD le fait de la PGD on le fait de façon consensuelle. Mais le consensus, le large consensus voudrait que si en 2006 l'UFC n'a pas été aux affaires, mais quand même le consensus était sur la table, Maître Agboibo a dirigé le pays, a dirigé le gouvernement pendant un certain temps. Le consensus était là. Mais le large n'était pas là. Non, n'essayez pas de pinailler sur les mots. Mais attendez, le problème qui est là. Que valait un accord était sans l'aval de l'UFC à l'époque, en 2006 par exemple. Mais si vous reconnaissez que l'UFC avec tout son poids à l'époque, pourquoi ne pas mettre le responsable de l'UFC au devant des affaires pour diriger la transition? Mais c'est pas nous qui l'avons nommé, c'est Félix qui l'a nommé à l'époque au ministre. C'est pas nous qui l'avons nommé. On ne peut pas dire deux choses à la fois. Reconnaissez la primauté d'un parti politique dans le débat politique et au même moment l'écarter quand il s'agit de conduire les affaires du pays. Je pense que ça fait deux poids deux mesures. Mais dans le cas concret, qu'est-ce que nous proposons au peuple togolais? C'est ça l'essentiel. Est-ce que nous œuvrons juste pour garder le fauteuil présidentiel en fermant toute porte à l'alternance politique, ou bien nous voulons que chaque citoyen lambda qui quitte Bakwasi ou bien qui quitte Bankben, qui se dit bon, moi aussi je me lance dans la chose politique, peut-être dans 5 ans, 10 ans je vais devenir le chef de l'État, le président de la République. Il faut donner cette chance-là à tous les citoyens togolais. Mais malheureusement aujourd'hui le système est verrouillé de tous les côtés. Vous prenez toutes les institutions de la République. UNIL a tout verrouillé. Vous prenez les lois qui doivent aboutir au scrutin électoral. Les lois sont verrouillées. Mais qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Et c'est ce que nous demandons, que la population prenne ses responsabilités et que nous déverrouillons plutôt tout le système et pour que la chance soit donnée à tout citoyen togolais d'accéder à une fonction politique si tant est son souhait. Non, je pense que la question qui est certainement adressée à Fogna Sibé par rapport à la question de l'alternance, c'est peut-être, je dirais que c'est certainement une bonne question. Mais est-ce que quelque part, vous aussi, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que nous obtenons à travers nos positions de principe depuis, je ne sais pas, 25 ans? Qu'est-ce que nous obtenons sur le plan de l'évolution qualitative de la démocratisation en faveur des mêmes populations qu'on s'en plaint par rapport à la volonté de certains de s'accaparer à vie du pouvoir? C'est simple, Augustin. Nous sommes de l'opposition, nous œuvrons dans l'opposition et nous aspirons à diriger le pays. Ceux qui sont en face de nous doivent aussi jouer le jeu. Ils ne jouent pas le jeu. Vous avez des obligations, vous avez des populations, vous incarnez une aspiration. Les populations vous suivent. Ceux qui exploitent aujourd'hui et abusent de ce peuple aujourd'hui, c'est le pouvoir en place. Mais si la population est excédée aujourd'hui, faute à qui? Par l'opposition, au pouvoir, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Nous continuons toujours pas à proposer l'alternance politique au sommet de l'État, la gouvernance locale, c'est-à-dire la tenue, l'effectivité de la décentralisation et l'organisation des élections locales, la prise de responsabilité de tous citoyens dans le débat politique. Mais malheureusement, ceux qui sont devant nous, qui doivent être des opposants, ne font aucun effort. Je donne pour preuve. Le chef de file de l'opposition a été voir le chef de l'État. Vous tous, vous êtes au courant dans le pays. Il a reçu. Après, il a adressé une correspondance au chef de l'État. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette correspondance est restée lettre morte. Sans suite. Sans suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il faut le relancer, il va le relancer. Une fois. Demander d'autres audiences. Mais écoutez, il faut du respect dans le débat politique. On reproche à M. Le chef de file d'opposition et le chef de décision, à ce type de solution avoir le chef de l'État. Mais demandez à Fogna Sibé combien de fois M. Favre Jean-Pierre a demandé à le rencontrer. En tant que chef de file de l'opposition? Bien sûr que oui. Bon, bien sûr que oui. Une dernière question. M. Jean-Claude, vous est-il fois arrivé en interne à l'ANC de vous remettre en cause par rapport à vos choix? C'est-à-dire? Nous avons toujours expérimenté certaines méthodes qui, ma foi, n'ont jamais porté.
est-ce que vous vous êtes retrouvé pour décider d'une autre conduite à tenir en interne à vous, ou bien c'est quelqu'un qui donne le rythme et que bon, le reste suit? Bon, vous savez, au Togo aujourd'hui, on a presque une centaine de partis politiques. D'autres fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Mais à l'ANC, où je suis, on n'est pas dans un mur, enfermé dans les quatre murs. On sort, on approche un peu les autres partis politiques, on échange avec eux pour voir ce qui se passe chez eux. Mais la démocratie qui est en interne à l'ANC, je ne me vante pas, mais si on doit classer les partis politiques au Togo aujourd'hui qui pratiquent la démocratie en interne, si l'ANC n'occupe pas la première place, au moins la deuxième place, elle l'occuperait. Donc, choix politique que nous faisons, choix stratégique que nous adoptons en interne, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la population est toujours d'accord avec nous. Sinon, elle devait nous sanctionner. On a été aux élections en 2013. On a voté massivement pour nous. On a été aux élections en 2015. Cette population a également voté pour nous. Ça veut dire que nos choix conviennent à cette population. C'est une coalition. C'est une coalition. Mais coalition, pas coalition, si on est un peu partout dans le pays, vous verrez que l'ANC est implantée partout dans le pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 90 fédérations à travers l'ensemble du territoire. Si vous occupez la deuxième place en tant que parti démocratique en interne, ça veut dire que vous laissez la première place à UNIR? Non, pas du tout. Est-ce que UNIR est un parti politique? C'est quoi, journaliste que vous êtes? Est-ce que on vous a déjà conduit? J'ai dit, c'est une façon de parler. Si l'ANC risque de dire que nous sommes des orgueilleux, des vantards, c'est pourquoi je dis, si on n'occupait pas la première place, c'est la deuxième place. Mais la petite question, est-ce que UNIR vous a invité à son congrès où ils ont un bureau? Il y a un bureau. Non, oui, ça peut le président du LIR, c'est Fonia Singé, il a vice-président, M. Aïdam. On peut être chef d'État. On peut être chef d'État et en même temps être chef de parti. Mais c'est coutume dans plusieurs pays africains. Donc, ah bon? Mais c'est pas au Togo seulement, on le voit ailleurs dans plusieurs pays. Donc, je vous informe. En Côte d'Ivoire, le président du je vous informe qu'au Togo, l'UNIR ne peut pas être considéré en tant que tel comme un parti digne de foi. Ce sont les préfets à l'intérieur, ce sont les directeurs d'école, ce sont les maires, les délégations qui font le boulot à la place des entités décentralisées du NIR. Sinon, vous ne allez à Tchamba pour voir si vous allez voir une antenne locale du NIR là-bas, vous n'en trouverez pas. Ok. Monsieur, j'ai un peu notre temps largement dépassé, on me laisse le mot de fin. Merci beaucoup. C'est juste pour inviter la jeunesse togolaise à plus de détermination et d'œuvrer à ce que la paix que nous souhaitons tant pour ce pays, que cette paix-là soit là et que chaque citoyen ait l'espoir de vivre et chaque citoyen se considère digne fils de cette nation. Je vous remercie. Merci à Jean Epou, le président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Merci à Augustin Mégan, le patron du Calais indépendant. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir ce plateau. Merci à Liro Tchakala. Merci à tous ceux qui ont suivi. Une fois encore, bonne journée, bonne début de semaine. Et encore une fois, comme on a fait une émission, joyeux anniversaire à Madame Zaina et à sa fille Paloma Bojona. Bonne fête et à très bientôt.